Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAT Séminaire. Le LASPAT est un laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il s'affirme comme un haut-lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. Le LASPAT se consacre à l'analyse approfondie de problématiques telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques et à la sécurité humaine, entre autres. Le LASPAT se veut également comme un espace d'échange scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur des thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. Aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui pour une série de séminaires intitulés Patrimonialisation de Tombouctou, représentation, enjeux et défis. Le premier séminaire est intitulé L'histoire de Tombouctou aux origines d'un patrimoine. Ce séminaire propose une analyse approfondie de l'histoire de Tombouctou, dont la situation géographique et les dynamiques historiques en ont fait un carrefour stratégique des échanges transsahariens entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Nous explorerons d'abord les facteurs ayant favorisé le développement de la ville comme centre névralgique du commerce transsaharien, avant de nous concentrer sur les acteurs qui ont contribué à faire de Tombouctou un pôle d'attraction unique. Ce séminaire examinera également les réseaux commerciaux, culturels, intellectuels qui s'y entrecroisent, permettant ainsi de mieux saisir les processus et les motivations ayant façonné sa place dans l'imaginaire et les réalités des échanges transsahariens. Pour éclairer cette problématique, nous avons l'honneur de recevoir M. Mohamed Maïga, historien et gestionnaire du patrimoine de formation. Il a travaillé à l'Institut de Tombouctou de Dakar dans le pôle patrimoine et paix au département culture du bureau régional de l'UNESCO à Dakar et à l'Institut français de Saint-Louis. Il fut chercheur invité à l'Université de Montréal à la 14e rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine. Il enseigne l'histoire de l'Afrique, la gestion du patrimoine, la méthodologie de recherche en sciences sociales et le management interculturel. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'université Sciences sociales et de gestion de Bamako, à l'Institut d'études avancées Sénégal et recherche des études et de la pédagogie à l'Université polytechnique d'excellence Toubacoro de Bamako. Je m'appelle Aïssatou Diallo. Je suis allocataire de recherche au LASPAT et également doctorante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à l'UFR CRAC. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer notre échange. Nous sommes donc ravis et privilégiés de bénéficier aujourd'hui de l'expertise de M. Maïga. Je vous invite donc à lui prêter une oreille attentive pour son intervention d'une 40aine de minutes qui sera suivie d'une série de questions. Et à ce propos, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat ou bien attendre, la fin de sa présentation pour donner une contribution ou poser vos questions. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Maïga. M. Maïga, la parole est à vous. Je voudrais d'abord remercier Dieu, le maître de l'univers, celui qui nous a permis, nous tous ce matin, de nous connecter et qui a béni la célèbre cité de Tombouctou à travers ses savants, ses érudits
et également sa célèbre université de Sonkoré. Je remercie également les professeurs qui sont en ligne, mes camarades, mes collègues, et le laboratoire LASPAD, et particulièrement le shérif Sid El Mokhtar El Wangari, qui a contribué également à la réalisation de ce webinaire, qui est un grand chercheur et spécialiste de manuscrits, petit-fils également du grand Sidi Yahya El Wangari de Tombouctou. C'est avec un réel plaisir, assez tout, que je vais assurer ce rôle de conférencier d'aujourd'hui, ne serait-ce que pour le rôle que votre laboratoire joue au sein de l'Université Gaston Berger, dont je suis un fruit au sein de l'UFR-CRAC. Une même université toujours dans laquelle je suis également doctorant à l'UFR-CRAC. Donc c'est un plaisir de revenir toujours dans ces lieux de savoir et surtout de partager les miens. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, a écrit Elie Wiesel. Elie Wiesel est américain d'origine juive. Il est prix Nobel de la paix. Il a dit ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Nous considérons que le choix de ce thème, l'histoire de Tombouctou, aux origines d'un patrimoine, est une réponse directe. Pour comprendre la patrimonialisation de celle-ci, raison de plus d'apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, pour faire connaître de plus le passé si intéressant de la ville de Tombouctou, afin d'amener les chercheurs à accorder plus d'estime à cette ville, son histoire, à ses manuscrits, à sa célèbre université de Sonkoré, ses savants, ses bibliothèques et sa culture millénaire pour la réécriture de l'histoire africaine. La question qui se pose à présent est de savoir comment transmettre ou raconter l'histoire d'une ville comme Tombouctou. Pour y arriver, on peut se demander de quel Tombouctou parle-t-on. L'histoire de Tombouctou peut-elle se raconter ou être expliquée en si peu de temps? Quel pont, voire quelle passerelle établir entre l'histoire de Tombouctou et ce qui est devenu le patrimoine de Tombouctou? Comment vivent les Tombouctiers, c'est-à-dire les habitants de Tombouctou d'hier et d'aujourd'hui? Comment était l'université de Sonkoré, ses étudiants et son système d'enseignement? Quelle place occupait l'université de Sonkoré au XVe et XVIe siècle? Quel rôle joue le turban à l'université de Sonkoré? Quelle est sa signification? Nous sommes persuadés que les réponses à ces questions nous permettront d'élucider les contours de cette thématique. Néanmoins, il est important de rappeler que notre objectif ne sera pas de vous convaincre, ni d'être exhaustif, mais de vous montrer quelques chemins qui nous permettront d'aller à la découverte de l'histoire de l'une des villes les plus importantes au monde, d'un point de vue des sciences, des arts, de la culture et du patrimoine. Car bien plus que l'or et le sel, Tombouctou, son histoire, ses manuscrits, son université et ses bibliothèques sont des trésors inestimables. En un mot, je voudrais vous inviter à philosopher pour provoquer des discussions objectives sur cette thématique. Car je reste convaincu, comme Paul Valéry dans son discours sur l'histoire de 1932, que l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Quant à notre méthodologie, elle s'appuie sur une approche documentaire, des ouvrages généraux et spécialisés, des revues et articles, mais aussi des informations que nous avons recueillies sur le terrain depuis plus de 15 ans de recherche. Les origines de Tombouctou aux racines d'un patrimoine historique, il faudrait noter qu'elle est fondée, selon certaines sources, au XIe siècle, par les Touaregs Imacharan. Il s'agit d'une qualité, je dirais, de tribu. 5 campements de nomades qui rejoignaient ici le fleuve Niger à la saison sèche. La cité se développa grâce au commerce transsaharien. L'origine de son nom, d'après le Tarikh el-Soudan d'Abdrahman el-Sahadi, veut qu'une vieille femme Bella, appelée Bouktou, ait été chargée de garder ici, au niveau d'un puits, les bagages des Touaregs en dehors des périodes de transhumance.
le campement devient Timbuktu, qui signifie en Soraï, en tamashek, autant pour moi, le lieu où la place de Buktu. Selon d'autres chercheurs, une autre hypothèse veut que Tombouctou, fondée par les Songhai, tire son nom de la cuvette ou de la ville, fut édifiée entre les dunes de sable. Tombouctou signifiant alors cavité bénie. Selon les traditions qui ont rejoint El-Sahadi, la cité bénie, lieu de rencontre de ceux qui voyagent en pirogue et ceux qui cheminent à chameau. Selon celle-ci, c'est ici au sommet d'une dune dénommée Amadia qui germait, pour ainsi dire, cette ville aujourd'hui de renommée internationale. Donc, de la dune d'Amadia, son foyer fut transféré à une place mieux appropriée, connue localement sous le nom de Tumbuktu Batuma, ce qui signifie en Songhai la cour ou l'enceinte du maître. Cette place fut dotée d'un puits, source des eaux abondantes, qui permit non seulement de faire face aux besoins de la collectivité, mais aussi à ceux des visiteurs devenus de plus en plus nombreux. Ses fondateurs, les Imachérans, seraient ici, selon la tradition orale, des mélanges d'ethnies berbères. Ils seraient tous éleveurs et résidaient à Arawan, à 250 km au nord de Tombouctou. Le temps passa, le petit village s'animait à la faveur du nombre de plus en plus croissant de ses habitants et visiteurs. Très bientôt, terminus commun de toutes les routes du Sahara, il devient l'escale forcée de tous les voyageurs. Selon l'historien Salem Ould El-Hajj, son nom déborda bien plus vite les limites du continent africain, en allant très loin vers le pays nazarien, vers la Sainte Mecque, vers Médine, la cité bénite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, vers les pays du Levant et de la lointaine Inde. La ville fut très vite arrachée à ses maîtres Touaregs par les milices dirigées par Kankou Moussa ou Mansa Moussa, il s'agit du même nom, qui, pour confirmer sa domination sur la ville, émenant avec lui l'architecte et poète de Grenade, Abou Isaac Essaheli, pour construire la mosquée de Djingareyber, ou mosquée impériale, ainsi que le Madougou, palais du représentant du Mansa. La domination mandingue dure à peu près un siècle et la ville connut un développement considérable grâce au commerce transsahárien. La ville fut de nouveau conquise par les Touaregs en 1438 avec Akil Ag Mirawil, qui la dirigea grâce à une bonne politique d'entente avec les populations autochtones et d'autres tribus Touaregs. Mais avec le vieillissement du chef Targui Akil, les Touaregs firent des exactions sans précédent, ce qui incita le chef de la ville, Omar Ben Mohamed Nadi, à faire appel à l'empereur Soni Alibert. À l'arrivée du nouveau souverain Songhai, la ville était vidée de ses savants qui s'enfuient vers Walata, en Mauritanie, mais aussi de sa population dont la majorité était des commerçants. C'est ainsi que les Songhai ont mis la ville en ruine, puisque les pertes de vie humaines ont été lourdes. Tombouctou, désormais le centre des affaires commerciales, monopole de relations entre l'Ouest et le Nord, va connaître une prospérité sans égale, atteignant ainsi l'apogée de sa renommée. On est sous la dynastie des Askia. La ville comptait à l'époque 50 000 commerçants, devient des entrepôts de marchands, également celui du commerce de l'esprit dont les agents sont les fakis, les cheikhs ou marabouts de l'appli par jurisconsulte, des prêtres ou docteurs selon l'historien Salem Ould El-Hajj. L'évolution de Tombouctou peut être étudiée sous double angle économique et intellectuel. Il y a d'abord l'expansion économique qui s'est accompagnée d'un rayonnement intellectuel centré autour des mosquées comme Sankoré, Djingareyber et Sidieya, qui furent à la fois les premiers centres universitaires. La ville est devenue respectivement commune de plein exercice en 1958, commune de plein exercice en 1958, en 1962, excusez-moi, puis érigée en capitale régionale en 1977. La ville va rejoindre, comme vous le savez tous, en 1988, les 745 biens culturels répertoriés au patrimoine de l'UNESCO. On y honore les hommes, les femmes, les savants, les théologiens.
En 2010, je dirais même 2012, une crise va frapper Tombouctou et détruire carrément son patrimoine. Ce qui m'amène à entamer le second chapitre de ma communication intitulé Tombouctou, terre d'islam et centre de savoir et de la culture. Daniel Rondo, ancien ambassadeur français à l'UNESCO, disait que Tombouctou fait partie de ces villes du monde dont le seul nom suffit à mettre en mouvement notre mémoire et notre imaginaire. Il est très difficile de parler de Tombouctou sans évoquer ces trois grandes mosquées. La première, la mosquée de Djingareyber. Selon Léon l'Africain, Djingareyber, la grande mosquée, fut construite à partir de 1325 par le poète Abou Isaac El-Sahali de Grenade, à qui le souverain Kankou Moussa avait remis 40 000 mikal d'or pour le besoin de la construction du majestueux ouvrage. Cette mosquée est actuellement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon d'autres sources, des travaux ont eu lieu en 1678 sur certains côtés de la mosquée, quand, autant pour moi, certains côtés de la mosquée s'étaient écroulés. Puis en 1709 et en 1736, c'est la partie ouest de l'ouvrage. Aujourd'hui, l'ouvrage comprend 25 rangées de piliers dans le sens nord-sud et 8 dans le sens est-ouest. Ensuite, vous avez la mosquée de Sankoré, probablement construite à l'époque mandingue, vers 1400, selon toutes les sources consultées, grâce au financement d'une femme mécène qui a désiré garder l'anonymat. La mosquée Sankoré fut ensuite entièrement démolie et reconstruite suivant un nouveau plan tracé par le Cadi El-Akib, qui, cette fois-ci, donne à l'immeuble la dimension de la Kaaba de la Mecque. Le Cadi avait noté sur une corde de mesure idéale lors de son pèlerinage à la Mecque. Nous sommes en 1578. René Caillé, qui la visite en 1828, note le bon état de cet édifice. Les voûtes de la mosquée Sankoré sont comme celles de Djingareyber, en pierre de Tombouctou et en bois. La mosquée de Sidiéhia, elle a été construite vers 1440 grâce au financement de Mohamed Nadi, chef coutumier de Tombouctou, qui désigne son meilleur ami, son confident, Sidi Yahya, comme premier imam. La mosquée doit à ses chefs coutumiers, à cet imam, ses multiples appellations, telles que oratoire de Sidi Yahya, mosquée de Mohamed Nada ou mosquée de Sidi Yahya. L'ouvrage a aussi subi d'importantes modifications, en particulier suite à sa reconstruction en 1939, mais le minaret garde toujours, semble-t-il, son aspect original. Des trois mosquées inscrites sur la liste du patrimoine mondial, la mosquée de Sidi Yahya est sans doute celle qui a été la plus sujette à des remaniements, que ce soit en 1939 suite à des travaux de restauration. Si l'édifice a connu l'introduction à l'intérieur, à l'entrée, d'arcs ogivaux, ainsi que la réouverture de ses façades d'Al-Hor et la construction d'un accès à tout autour du minaret original. En 1975, la terrasse a été couverte avec des briques en terre cuite et en 1999, l'intérieur a été entièrement carrelé. Malgré ces interventions fondamentales opérées, avec des matériaux locaux de construction, le monument garde toujours son intérêt historique et architectural. Maintenant, quand il s'agit de Tombouctou et de ses peuplements, on peut retenir que ces peuplements ont beaucoup différé. La cité tira ce qu'il y a de meilleur et rejeta tout ce qui n'est pas conforme à son éthique, autant pour moi. Au fil des siècles, ces peuples différents de races et parfois même de religion se fondirent comme dans un creuset, lentement mais sûrement, pour donner naissance à un type d'homme complètement nouveau, le Tomboutidje, le Tomboxien qui ne ressemble à aucune des races. Ainsi, la population de la cité, selon l'architecte Baba Alpha, est une société non pas cosmopolite, mais particulièrement possédant une solide unité culturelle où tout le monde retrouve un peu de ce qu'il a apporté, mais qui n'appartient totalement à personne. Ainsi, l'arabe, le targui, le manding, le songhai, le marocain, le peul, le berbère, le toucoulère, etc., le sarakoulé, ou même le français, tous métissés
oublie chacun sa race ou son ethnie pour se réclamer uniquement tomboxien. Ainsi, toutes les valeurs sociales et culturelles de la cité s'inspirent de l'islam, autrement dit, un mélange intelligent et erré entre tradition et religion. Selon toujours l'architecte Baba Alpha, des rites malikites, les tomboxiens ont hérité de leur grand érudit, un islam tolérant, humaniste et éclairé, facteur de stabilité, d'équité sociale et d'ordre. Ils rejettent l'extrémisme et l'intolérance, fruits de l'ignorance, de même que les sectes, facteurs de division. Les tomboxiens présentent dans la cité une chaîne de solidarité. Ils apportent mutuel appui dans tous les événements de la vie sociale. Ils considèrent tous de la même famille. Ils se considèrent tous, autant pour moi, de la même famille. Le tomboxien évite de critiquer son prochain ou de traîner un autre soi-même à la justice. Il respecte son interlocuteur. Il fait tout pour ne pas le froisser en respectant ses opinions. Dans la cité, l'étranger sans moyens trouve toujours à manger. La population lui accorde beaucoup plus d'égards. Avant son mariage, en principe, l'autochtone a sa propre maison pour accorder asile aux passants. Le tomboxien ainsi façonné conserve jalousement ses coutumes et traditions qu'on retrouve dans ses actes de tous les jours. Quant aux savants et grands professeurs de l'université de Tombouctou, on peut dire que ces professeurs souvent sont soutenus par des mécènes et les souverains vivaient dans des conditions favorables pour se consacrer pleinement à l'éducation et à la transmission du savoir. Parmi les grands professeurs de l'université de Tombouctou au XVe et XVIe siècle, nous pouvons citer quelques-uns. Vous avez Muhadib Mohammed Al-Kabari, les maîtres des maîtres, contemporains de Sidi Yahya. Vous avez Sidi Al-Balbali, imam de Djingareber, qui est décédé vers 1468. Vous avez Makhlouf Ben Ali, jurisconsulte et géographe, décédé en 1534. Vous avez Mahmoud Ben Omar, recteur de l'université de Sankoré, décédé en 1548. Vous avez Abou Hafiz Oumar, qui a été déporté à Marrakech en 1593, 2 ans après l'invasion marocaine. Les professeurs se consacraient presque uniquement à l'enseignement. La liste n'est pas exhaustive. Il n'arrive presque aucun repos. Pour nous en convaincre, nous présentons dans ce document le programme d'une journée du professeur Mohamed Bagayabou. D'après Ahmed Baba de Tombouctou, dès les premières heures du jour, il se mettait à enseigner et faisait de suite plusieurs cours différents jusqu'à 10 heures du matin. Alors, il se rendait chez lui pour s'acquitter de sa prière de Douha, c'est-à-dire de la journée. Après l'avoir achevé, il travaille chez le cadi pour des affaires de ses clients et bien il jugeait à l'aimable entre les parties. Ensuite, après la prière de midi, Zour, il prophétiait jusqu'à 3 heures dans sa propre maison, faisant la prière de Asr et sortait pour aller enseigner dans un autre local jusqu'aux dernières heures du crépuscule. Après le coucher du soleil, il terminait sa journée à la mosquée par une autre leçon. C'est à 9 heures du soir, Isha, seulement qu'il rentrait chez lui. C'est dire qu'un professeur de Tombouctou enseignait plus de 7 heures par jour. Selon l'écrivain Sanchirfi Alpha, il y a 3 choses qu'un tomboxien ne fera jamais. La première, un tomboxien ne divorcera jamais avec sa femme, mère de ses enfants. Un tomboxien ne vendra jamais la maison héritée de ses parents. Et enfin, un tomboxien n'amènera jamais son voisin devant un tribunal. Ces aspects prouvent à suffisance qu'être tomboxien est devenu une culture qu'on peut transmettre à toutes les générations existantes. Parler de Tombouctou sans évoquer ses bibliothèques équivaudrait à parler de Paris sans le quartier latin. Dans chaque famille, l'intellectuel tomboxien avait sa propre bibliothèque pour se cultiver. Dans cette culture, le livre jouait un rôle spécial. C'était l'instrument privilégié de toutes les connaissances.
Les intellectuels de Tombouctou, sans relâche, lisaient, commentaient, se communiquaient leurs connaissances et recopiaient. Ainsi, la ville possédait des industries artisanales du livre. Chacune d'elles était composée de 6 ateliers. Dans le premier, on regroupait les manuscrits à transcrire. Le second était réservé aux scribes renommés. Le troisième aux correcteurs expérimentés. Le quatrième aux relieurs de grands talents. Le cinquième aux décorateurs adroits. Et le sixième était consacré à un recyclage permanent du personnel. Léon l'Africain, quand il arrive à Tombouctou en 1517, à son second voyage, constata qu'il s'est trouvé plus de bénéfices dans la vente des livres plus que celle de n'importe quelle autre marchandise. En 1591 d'ailleurs, date qui va rester dans les annales à Tombouctou, à Sonkoray, Ahmed Baba al-Soudani avait dans sa bibliothèque 1600 ouvrages. Et elle n'était pas la plus importante. Dans ces bibliothèques, on y trouvait des livres d'Afrique du Nord, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Irak, etc. Inéluctablement, autant pour moi, Tombouctou était par excellence le plus grand centre intellectuel de toute l'Afrique noire. Il fournissait au monde musulman des grands cadres pour la connaissance et le rayonnement de la culture islamique. Nous avons pu dénombrer une 50aine de bibliothèques, parmi lesquelles les plus importantes sont, entre autres, la bibliothèque Mama Haïdara. Il s'agit de la bibliothèque familiale du docteur Abdelkader Haïdara de la Savama DCI, la bibliothèque Moulay Baber Al-Arawani, la bibliothèque Abdurrahman Ben Mohamed Tahar, la bibliothèque Alpha Ibrahim, la bibliothèque Mohamed Mahmoud Ben Sheikh, la bibliothèque Cheikhna Boulker, la bibliothèque Alpha Saloum, la bibliothèque Imam Abdurrahman Ben Al-Akib, la bibliothèque Iman Alpha Baba, la bibliothèque Sidi Igoumou, la bibliothèque Moulay Arbi, la bibliothèque Mohamed Faraji, la bibliothèque Baba Tougrije, la bibliothèque Mohamed Bin Lansari, la bibliothèque Alpha Da, la bibliothèque Mohamed Al-Basadje, la bibliothèque Imam Alpha Houmal, la bibliothèque Imam Al-Seyoud, la bibliothèque Imam Seydou, la bibliothèque Moulay Bouhaha au quartier de Sonkoré. Dans le quartier de Badjindi, nous avons la bibliothèque Ahmed Boularaf, la bibliothèque Al-Mustafa Konaté de Maïgala, la bibliothèque Soumaïla Hamou, la bibliothèque Kadi Ahmed Baba, la bibliothèque Alpha Youssouf Wangara, la bibliothèque Moulay Cheikh, la bibliothèque Sidi Yahya Bagno Al-Wangari, où Ahmed Baba a fait ses cours pendant 20 ans. La bibliothèque Abdrahman Haman Sidi Yahya, la bibliothèque Ahmed Bagno. Je rappelle que la bibliothèque Ahmed Bagno et la bibliothèque Sidi Yahya Bagno, c'est elles qui ont fusionné pour fonder la bibliothèque Al-Wangari. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes et les plus citées dans les tarikhs qui racontent l'histoire de Tombouctou. Vous avez également la bibliothèque Sekou Al-Aminidje à Sarekena. Nous avons la bibliothèque Sidi Alpha Amaridje, la bibliothèque Sheibani Maïga, la bibliothèque Cheikhna Sidali, la bibliothèque Hassei Adjawakoy, la bibliothèque Imam Kabara au quartier de Kabara qui se trouve à 7 km de Tombouctou, et la bibliothèque Mohamed Issa Al-Ansari au niveau de Bokiettes, qui est un secteur de Tombouctou sur la route de Gundam. Quant à l'université de Sonkoré, elle s'est développée progressivement au fil des siècles à mesure que la ville s'enrichissait et devenait un centre intellectuel majeur. Dès le XIVe siècle, l'enseignement s'organisait autour des grandes mosquées comme Djingareber, Sankoré et Sidieya, qui jouaient un rôle clé dans la formation académique. L'université regroupait des écoles islamiques à différents niveaux, allant de l'apprentissage du Saint-Coran et de la calligraphie à un enseignement supérieur en théologie, en droit, astronomie, mathématiques. Au VIe siècle, Tombouctou était à son apogée, attirant des érudits du Maghreb, du Moyen-Orient, du Soudan. L'université de Sonkoré était célèbre pour sa production de manuscrits, essentielle à la préservation et la diffusion du savoir. Tombouctou possédait une industrie artisanale du livre ou des ateliers spécialisés dans la transcription. L'enseignement reposait sur une méthode interactive où les étudiants préparaient les textes
à commenter et débattaient avec leurs professeurs. La langue arabe était étudiée en profondeur, notamment dans ses dimensions grammaticales et logiques. Chaque étudiant pouvait recevoir une licence, ijaza, en arabe, délivrée par plusieurs maîtres, attestant de sa maîtrise des sciences religieuses et profanes. À leur sortie de l'université, ces savants occupaient des postes influents et répandaient l'islam à travers leurs voyages et écrits. Tombouctou, surnommée la serre cadette des universités de Cordoue, des universités du Caire, de Fès et de Damas, s'impose comme une capitale intellectuelle incontournable du monde musulman. Quant aux objectifs et fonctionnement et organisation de l'université, il faut retenir qu'elle visait avant tout la maîtrise de la langue arabe pour mieux comprendre et appliquer les préceptes de l'islam, tout en développant des valeurs spirituelles et morales essentielles. Elle était particulièrement réputée pour son enseignement du droit malikite. Je précise bien du droit malikite, contribuant à son rayonnement intellectuel. Elle était une institution non étatique, fonctionnant comme un réseau d'écoles libres rattachées aux mosquées, dont la plus célèbre était Sankoré. Chaque établissement dépendait de son chef ou imam, et l'enseignement s'est déroulé souvent en plein air, sous le minaret. L'éducation était libre et accessible à tous les lettrés titulaires d'un diplôme qui pouvaient ouvrir une école. Les professeurs considérés comme érudits et vénérables enseignaient par piété islamique, sans salaire fixe, mais recevaient des récompenses sous forme de dons et d'aumônes. Les étudiants, qu'ils soient citadins ou étrangers, étaient intégrés dans les familles locales et considérés comme des hôtes. Le port du turban marquait la fin du cycle d'études et l'entrée dans une reconnaissance sociale élevée. Quant à l'organisation pédagogique dans l'université, elle reposait sur des méthodes interactives, avec des cours entre les prières et des échanges animés entre maîtres et étudiants. L'université accordait une place centrale à la langue arabe et les disciplines enseignées incluaient la théologie, par exemple, la jurisprudence malikite, l'histoire, l'astronomie, la géographie, etc. Les étudiants pouvaient étudier le même texte auprès de plusieurs professeurs, obtenant plusieurs licences sur une même matière. L'approche académique était fondée sur l'exégèse et les débats, reflétait l'importance du savoir en constante évolution, faisant de Tombouctou un haut lieu de l'apprentissage islamique et du rayonnement intellectuel africain. L'université de Sankoré à Tombouctou était au cœur de cet enseignement supérieur et son symbole le plus prestigieux était le port du turban qui marquait la fin du cycle, comme je l'ai évoqué tantôt. Il s'agit du cycle académique et l'entrée dans une reconnaissance. Grâce à cette institution, la ville devient une cosmopolite légendaire, accueillant des savants et intellectuels de divers horizons. Les études se poursuivaient bien après l'université, notamment à travers des cercles de réflexion, ce qui est connu aujourd'hui par le titre de formation postdoctorale. Notamment à travers des cercles de réflexion, comme je le disais, où des érudits débattaient des sujets majeurs, renforçant ainsi l'apprentissage collectif et l'application des préceptes islamiques dans la vie quotidienne. Le système éducatif s'étendait des écoles fondamentales où l'on enseignait le Coran, l'écriture et la calligraphie, jusqu'à un enseignement supérieur approfondi dans les mosquées. Quant au rayonnement de l'université, au XVe et XVIe siècle, elle était l'une des plus influentes du monde islamique, attirant d'éminents professeurs et érudits qui enrichissaient la ville par leur savoir. Elle formait des penseurs majeurs, ainsi bien en Afrique noire qu'au Maghreb, qui réinterprétèrent et corrigèrent des ouvrages islamiques, tout en soulignant l'universalité de l'islam. Considérée comme une véritable foire du livre, la ville abritait d'immenses bibliothèques, comme aussi, comme je le disais tantôt, une activité intellectuelle intense. Si l'élite cultivée portait cette tradition académique, les enfants issus des milieux modestes privilégieraient la pratique religieuse, formant une société où l'éducation et la spiritualité étaient étroitement liées. Cette effervescence intellectuelle, fille de Tombouctou, un centre incontournable du savoir, illustré par le proverbe soudanais « Le sel vient du nord, l'or du sud, l'argent du pays des Blancs, mais la parole de Dieu
Et les choses savantes ne se trouvent qu'à Tombouctou. Pour maintenant parler des nouveaux degrés d'enseignement à l'université, il faut retenir qu'il y a 3 degrés d'enseignement à l'université de Sankoré à Tombouctou. Le premier degré d'enseignement était forcément axé sur l'apprentissage du Saint-Coran, de l'écriture et de la calligraphie. Les maîtres appelés alpha étaient bien rémunérés grâce aux dons des élèves qui leur apportaient de l'argent ou des biens chaque mercredi et lors des grandes célébrations. Lorsqu'un élève achevait la récitation complète du Coran, une fête grandiose était organisée par ses parents, incluant des offrandes et des cadeaux précieux tels que des vêtements, des animaux ou de l'argent. L'élève vêtu de blanc défilait à cheval, accompagné de musiciens, rendant hommage au mausolée des saints et priant pour la protection divine. Cette célébration s'est concluée par un banquet financé par la famille et marquait souvent le début d'un voyage de commerce vers Djenné, Todani, Warawa. L'enseignement islamique reposait sur la mémorisation exclusive du Coran, la pratique des ablutions et de la prière, ainsi que l'étude des sciences religieuses. Les élèves qui excellaient poursuivaient leurs études au second degré. Donc, après le premier degré, on rentre dans le second degré de l'enseignement. Plusieurs du Soudan et du Sahara, surtout ceux du monde berbère, se rendirent à Tombouctou, souvent pour poursuivre ces études de second degré. Les tarifs nous notifiaient, par exemple, 25 000 étudiants existaient dans la cité pour une population de 100 000 habitants, soit un étudiant pour 4 habitants. Ces enseignants, souvent diplômés de l'université de Tombouctou ou venus d'autres universités du Maghreb, de l'Égypte, du Moyen-Orient, étaient respectés et occupaient une place centrale dans la société. Dans ce deuxième degré, le programme d'enseignement englobait des disciplines variées, telles que la grammaire, la théologie, la poésie, l'algèbre, l'astronomie, la médecine, la chimie. Bien que la théologie prédominait largement, l'élève, après avoir acquis une maîtrise de la lecture et du Coran, comme évoqué dans le premier degré, cherchait un professeur pour approfondir ses connaissances au second degré. Ceux qui en avaient les moyens engageaient un maître particulier pour renforcer les capacités, bien évidemment. L'apprentissage reposait sur une méthode rigoureuse où les élèves mémorisaient les textes sur les planchettes et suivaient des explications approfondies en langue locale. Les professeurs attribuaient des travaux de recherche et exigeaient une parfaite maîtrise de la grammaire avant de permettre la lecture des ouvrages sans accent. L'enseignement secondaire était quasiment gratuit. Financé par la zakat ou les dons de communauté, certains élèves continuaient à offrir des présents à leurs maîtres après leur formation. À la fin de ces cycles, c'est-à-dire de ce deuxième degré, les plus érudits étaient prêts à intégrer l'université, tandis que les autres rejoignaient les corps de métiers qui prospéraient dans la ville. Ce système d'éducation contribuait à faire de Tombouctou un haut lieu de savoir islamique et une référence intellectuelle en Afrique. Quant au troisième et dernier degré, qui est le degré d'enseignement supérieur, les études supérieures se faisaient à l'université. Les étudiants formaient des cercles de savants dans presque toute la cité des philosophes, des théologiens, astrologues, ainsi de suite, échanger leurs connaissances, surtout à Sankoré. À leur sortie de l'école ou de l'université en permanence, les adultes approfondirent leurs connaissances ou traitaient en commun un sujet d'ordre social, comme le problème des Juifs par El-Maghili à l'empereur Askia Mohamed. N'importe qui avait le droit de fréquenter ces cercles d'études, comme Ahmed Baba El-Soudani et ses collègues. Les savants, devant toute l'assistance, discutaient de certains grands sujets et chacun donnait son point de vue. Ils cogitaient exactement comme ce que Platon et Aristote faisaient à leur époque. Les professeurs des universités renommés pour leurs éruditions enseignaient un savoir diversifié, couvrant la théologie, le droit malikite, comme je le disais, la médecine, la philosophie et la littérature. L'enseignement du droit islamique, le fiqh, était particulièrement développé, basé sur des ouvrages tels que le Muwatta d'Ibn Anas, le Madwana d'Ibn Kazim, etc. Les intellectuels de Tombouctou voyageaient jusqu'à la Mecque, à Médine, pour encore renforcer et approfondir leurs connaissances, pour revenir encore les partager. Cette quête incessante du savoir fit de Tombouctou l'un des plus grands centres intellectuels de l'Afrique noire, rayonnant bien au-delà de ses frontières et contribuant au développement
est la préservation de la culture islamique. Quand on parle de Tombouctou, on parle aussi de ses manuscrits. À ce titre, un grand auteur qui serait inspiré d'un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit « L'encre du savant est plus sacrée que le sang du martyr ». En effet, la présence des manuscrits à Tombouctou se confond avec la fondation de la cité. La langue arabe, langue de la révélation, langue du savoir et de la recherche, a contribué largement au développement de la culture des manuscrits dans la ville. Le pèlerinage des souverains qui commandèrent la localité et des savants qui y résidèrent furent également un facteur de mobilisation d'un nombre important de manuscrits en direction de Tombouctou. Les érudits dont nous venons de parler possèdent des bibliothèques bien garnies. Ahmed Baba faisait remarquer que les Marocains lui ont pillé plutôt, pas pilé, 1600 manuscrits, et parmi les savants, il en possédait moins. Jean-Léon l'Africain, venu au début du XVIe siècle à Tombouctou sous l'empereur Askia Mohamed, constate que la vente des manuscrits apporte plus que n'importe quelle autre marchandise. Les professeurs, à cause du nombre d'étudiants à cette époque, faisaient recopier les livres pour les multiplier. Ils en achetaient, parfois, et même rédigeaient des manuscrits pour les adopter au programme des étudiants. Comme au XVIe siècle, Tombouctou constituait un carrefour de manuscrits, on les apporte dans cette localité pour les vendre à prix d'or. On les importait d'Afrique du Nord et de l'Égypte, et même du Proche-Orient. Abderrahman As-Sahadi, l'auteur du Tarikh al-Soudan, autant pour moi, qui est natif de Tombouctou, nous rapporte que la ville était la retraite des savants, le séjour habituel des saints et d'hommes pieux. On y voyait affilier des caravanes de tous les pays et des grands savants de pieux personnages, des gens riches de toute race et de tout pays. Dans la cité, les manuscrits ont un caractère universel. Ils traitent non seulement de tous les domaines du savoir, en plus de leur contenu, sont le haut niveau. On peut citer quelques auteurs et ouvrages de référence qui datent de plusieurs siècles et retracent les chemins de l'encre dans le Bilal al-Soudan. Nous avons entre autres le Kitab Masalik wa al-Mamalik de l'auteur El-Bekri. Nous sommes en 1068, qui est l'une des meilleures sources sur le Sahara. Nous avons Al-Idrissi, qui avait écrit son récit de voyage en 1154 de Sicile, qui se caractérise par une source importante sur le monde. Nous avons également Ibn Battuta, qui nous a laissé un reportage sur les routes transsahariennes suite à son voyage à Fès, au Maroc, entre 1352 et 1353. Nous avons Ibn Khaldoun, qui nous donne, en plus d'un apport documentaire et une vision historique, une approche méthodologique dans son livre « Histoire des Berbères » en 1382. À cela s'ajoute Abderrahman As-Sahadi, l'auteur du Tarikh al-Soudan, rédigé en 1650 et découvert par l'archéologue allemand Heinrich Barth, qui fut l'un des premiers à découvrir les manuscrits de Tombouctou. C'est important à préciser. Il s'agit d'une chronique en arabe sur la vie quotidienne à Tombouctou. Elle indique par exemple que dès le XIVe siècle, un savant du nom de El-Timini arrive à Tombouctou avec Kankou Moussa, dans l'intention de prophétiser à l'université de son Corée. Malheureusement, celui-ci s'aperçut qu'il était en retard d'une vingtaine d'années sur les jurisconsultes de la cité soudanaise et d'y retourner se perfectionner à Fès. Une quinzaine d'années plus tard, c'est Bonnel de Mézières qui découvre un nouveau recueil de chroniques, le Tarikh el-Fettash, écrit par Mohamed Kati et son petit-fils. Nous savons également qu'après l'effondrement de l'Empire Songhai, les manuscrits de Tombouctou sont cachés afin d'éviter le pillage. C'est ainsi que durant les 13 jours qu'il passa à Tombouctou, René Caillé ne voit ni n'entend rien. Et hormis le colonel Archinard, les colons français installés de 1894 à Tombouctou ne devinent rien de l'existence de ces manuscrits. Évalué à nos jours à plus de 1000. J'ai l'habitude de dire que souvent, parmi les mystères de Tombouctou, il y a le nombre de ces manuscrits. Personne ne connaît le nombre de manuscrits de Tombouctou. Un mystère même nous renseigne qu'il y a plus de manuscrits découverts que de manuscrits non découverts.
En effet, nous conseillons la lecture des anciens manuscrits de Tombouctou à tous les hommes politiques du XXIe siècle, qui feraient bien de méditer aussi à propos des bons principes de gouvernement, des traités de sciences politiques écrits au XVe siècle, dont le journaliste de France Culture Jean-Michel Jean est persuadé qu'il y a dans ces livres beaucoup de choses que l'on retrouve presque mot pour mot dans Le Prince écrit par Machiavel, un siècle plus tard. On y découvre enfin quelques extraits d'un fantastique inédit. Un jour qu'il travaillait à la bibliothèque Mama Hidara de Tombouctou, le professeur Georges Boas découvre avec stupéfaction un texte inconnu, Histoire du Bucorni, qu'il identifie tout de suite comme une version arabe d'un écrit qu'il connaît bien dans sa version syriaque, le roman d'Alexandre. Il décide de le traduire, un enchaînement digne des 1001 nuits, qui apparut plus tard chez Actes Sud, sous le titre, tenez-vous bien, Alexandre à Tombouctou, et fut le premier volume d'une nouvelle collection. À la célèbre phrase d'Amadou Ampateba qui dit « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brille », selon Attilo Gojo, l'on doit ajouter qu'à Tombouctou, quand une bibliothèque brille, c'est parfois la mémoire de 1000 vieillards qui disparaît. Nous pouvons citer comme exemple également le livre de médecine de Cheikh Sidi Ahmed Ben Ammar, livre volumineux de 300 pages, intitulé « Traitement des maladies intérieures et extérieures au corps humain ». Il s'agit du livre numéro 5719 de l'Institut Ahmed Baba, ou celui d'Ahmed Baba al-Soudani sur l'intention, et enfin celui d'Abdullahi Ben Mohammed Ben Ousmane d'Anfodjo en 1829, intitulé « Les intérêts humains liés à la religion et au corps ». Il s'agit de l'un des meilleurs manuscrits qui traite les questions de droits humains de la naissance jusqu'à la fin de vie. Il constitue, à n'en pas douter, la preuve matérielle du témoignage culturel et culturel des habitants vers les sciences de l'esprit. Ces grands trésors présentent une véritable entreprise qui peut être exploitée et développée pour le bien de toute l'humanité. Tombouctou a connu son apogée. Malheureusement, elle connaîtra également son déclin. Parce qu'en 1591, elle sera envahie par le Maroc, l'invasion marocaine, connue sous le nom de l'invasion marocaine de 1591. Il y a un élément fondamental à préciser au niveau de cette invasion. Il y a un adage qui dit, pour détruire un pays, une ville, il ne suffit pas souvent de détruire, d'envoyer des bombes, des militaires. Il faut juste détruire son système éducatif. C'est exactement ce que l'invasion marocaine va faire. Va détruire tout le savoir, le système éducatif, piller les manuscrits, amener en exil les plus grands savants de Tombouctou. Donc, détruire sur le plan de la culture, des arts et du patrimoine ce qu'a été Tombouctou. À cela s'ajoute, en 2012, vous le savez tous, pendant la crise, je dirais 2013, où le patrimoine mondial de Tombouctou sera détruit également par les occupants, ce qui va pousser le Mali volontairement à inscrire Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 28 juin 2012, lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial à Saint-Pétersbourg. En conclusion, nous pouvons dire que Tombouctou a occupé une place centrale dans le commerce transsaharien et la diffusion du savoir islamique. Son caractère cosmopolite, a permis aux peuples venant de divers horizons de cohabiter en harmonie, unis par l'islam et ses valeurs de tolérance. Les pratiques culturelles et les cérémonies de la ville, telles que le mariage et le port du turban, étaient profondément ancrées dans la tradition musulmane, assurant une continuité entre les héritages ancestraux et les préceptes islamiques. Cet islam de rite malikite, transmis par les grands érudits de la ville, prônait une vision humaniste et éclairée, rejetant toute forme d'extrémisme et d'intolérance. L'université de Sankoré, pilier intellectuel de Tombouctou, représentait le cœur du savoir et de l'enseignement islamique.
Avec la famille Akit, la ville connut un essor remarquable grâce à ses institutions académiques. Le port du turban attribué aux étudiants ayant terminé leur cursus était un symbole religieux et social, marquant leur passage à l'âge adulte et leur accession vers des responsabilités professionnelles et religieuses. Ces rites qui accompagnaient les diplômes délivrés renforçaient l'intégration de l'individu dans son milieu social et attestaient de son niveau de connaissance. Malgré les nombreux défis, Tombouctou a su préserver une culture du savoir où les anciens manuscrits restent une richesse précieuse, témoignant de l'héritage intellectuel du Mali. Depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, la préservation de manuscrits et archives historiques est devenue essentielle. Ces documents constituent une mémoire collective fragile, nécessitant une action concertée pour assurer leur protection. Si les Tombouctiens d'aujourd'hui sont moins investis dans les sciences islamiques que leurs ancêtres, ils conservent néanmoins une forte fierté pour leur héritage académique. Comme le souligne un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du berceau à la tombe, mets-toi en quête du savoir, car qui aspire au savoir adore Dieu. Cette philosophie reflète l'essence même de Tombouctou, une cité du savoir, de l'échange et de la transmission. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Maïga, pour cette présentation. Nous allons à présent passer aux questions. Je vais commencer par vous poser 2 ou 3 questions. La première, c'est quels étaient les itinéraires transsahariens qui convergeaient vers Tombouctou? Étant considéré également comme centre névralgique du commerce transsaharien, quel type de biens étaient échangés à Tombouctou? Et quelle était la monnaie qui était utilisée dans les commerces, dans le commerce transsaharien? J'ai une troisième question qui en quoi l'histoire de Tombouctou peut-elle enrichir notre compréhension des relations en Afrique subsaharienne et le monde islamique? Il y a une question sur le chat. Pouvez-vous nous préciser les origines de la ville? Et quel rôle le patrimoine peut jouer dans la consolidation de la paix? Donc, je voudrais d'abord remercier par rapport aux questions. La première, quel type de biens étaient échangés à Tombouctou? Je rappelle bien que, excusez-moi, les types de biens étaient nombreux, mais on peut tenir de manière exclusive l'or, le sel, ainsi que des textiles et particulièrement des manuscrits. C'était des types de biens qui étaient échangés pendant cette période, comment dirais-je, qui a été existentielle pour Tombouctou. Quant à la monnaie, il faut rappeler qu'on est à une période où le commerce reposait entièrement sur le troc. Mais souvent, l'or était utilisé également pour pouvoir, l'or était utilisé également comme monnaie pour pouvoir avoir accès aux biens. Et selon certaines sources également, même les manuscrits, souvent quand quelqu'un avait besoin de quelque chose qu'il n'avait pas, il pouvait donner son manuscrit, soit comme bien, ou bien comme sous forme de prêt, pour qu'il puisse avoir ce qu'il cherche, que ce soit de la nourriture ou autre chose. Quant aux itinéraires transsahariens, il y avait plusieurs routes caravanières qui convergeaient vers Tombouctou. Vous avez celle de Gao, voilà, celle de Touat en Algérie, celle de Kano au Nigeria, et certaines villes comme Chinguetti également en Mauritanie. Quant à la question en quoi l'histoire de Tombouctou peut-elle enrichir notre compréhension des relations entre l'Afrique subsaharienne, je pense que la question elle est très pertinente. Tombouctou a été un carrefour commercial et culturel d'une grande importance. Et la particularité du fait qu'elle a été un carrefour, c'est que toutes les informations sur
la vie de ces carrefours ont été documentés dans les manuscrits. Donc, elle nous permettra de comprendre d'abord qu'en Afrique, au sud du Sahara, il y avait des gens qui vivaient, qui étaient péris des lettres, des sciences, d'art, de culture, et qui abritaient également une grande université où le monde entier convergeait pour pouvoir apprendre. Le deuxième argument, c'est que Tombouctou a été un centre de savoir islamique, comme je l'ai dit tantôt, comment ça s'appelle, à travers son université. Troisième argument, c'est la diffusion du malikisme. Je vais parler d'islam malikite tout au long de mon intervention pour dire à quel point cette division de l'islam malikite aussi a permis aux générations et permet toujours à n'importe qui de comprendre l'islam de cette façon-là. Donc, d'où son rôle qu'elle peut jouer. Dernier argument, c'est par rapport à son patrimoine architectural et à sa tradition islamique. Souvenez-vous, en 2006, Tombouctou est déclarée capitale de la culture islamique. Nous avons été également candidats à des années plus tard parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Tout ceci montre à suffisance que l'histoire de Tombouctou peut enrichir notre compréhension des relations à travers l'Afrique subsaharienne et le monde islamique. En grosso modo, c'est ce que j'avais à dire au niveau de ces questions. Maintenant, par rapport aux 2 dernières questions, l'origine, je pense que j'en avais parlé au tout début, et il n'y a pas une date exacte. On parle du début 10e, 11e siècle, une ville qui s'est reformée par des Touaregs de tribu Imachara. Il y a 3 versions que j'ai citées. C'est ça qui fait la beauté de l'histoire. À cela s'ajoute la question de quel rôle le patrimoine peut jouer dans la consolidation de la paix. Je pense que Tombouctou, ne serait-ce que son nom, comme le dit l'ancien ambassadeur de la France à l'UNESCO, Tombouctou fait partie de ces villes du monde dont le seul nom suffit à mettre en mouvement notre mémoire et notre imaginaire. D'abord inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1988, des manuscrits de Tombouctou sont sur la liste mémoire du monde de l'UNESCO. Tombouctou, à travers ce qu'elle a été dans l'histoire, peut être considérée comme un patrimoine qui peut consolider la paix, parce que dans la ville de Tombouctou, à titre d'information, il y avait une vingtaine d'ethnies qui vivaient en symbiose. Et il y a aussi un type d'habitants que je n'ai pas évoqué. Nos sources nous ont prouvé qu'il y avait même des juifs qui habitaient à Tombouctou. Imaginez un peu cette coexistence pacifique, ce melting pot entre plusieurs ethnies. Aujourd'hui, ce système de vivre ensemble est valorisé à travers des activités, un festival qui porte le même nom, le Festival du Vivre Ensemble, du Grand Frère Sahara Maïga, qui joue un rôle important. Donc, à travers toute cette patrimonialisation qui existe sous forme matérielle et immatérielle, Tombouctou peut jouer ce rôle-là. Elle est en train de jouer ce rôle et elle l'a déjà joué. Voilà. Merci. J'ai 2 autres questions. On va commencer par celui-là. Pouvait-on parler d'esprit critique dans l'histoire de l'enseignement de Tombouctou en raison de la forte influence de l'islam? Je prends une autre question. On peut ajouter d'autres. Il y a une autre question. Quels sont les défis scientifiques? Quels sont les défis scientifiques de la restauration et de la préservation des structures architecturales en terre de Tombouctou face aux intempéries et à l'érosion? Et quelles innovations peuvent-elles être apportées? Les questions sur le chat sont terminées. Si quelqu'un d'autre a une question, quelqu'un qui veut prendre la parole, il y a quelqu'un qui a levé la main. D'accord, je vais répondre. Et après, vous donnerez la parole à cette personne. D'accord. Je pense que si on a bien écouté ma communication, au niveau du 2e degré de l'enseignement, je disais que les professeurs de l'université de Sankoré, les savants qui professaient, donnaient la parole à leurs étudiants pour créer des débats.
autour de sujets qui ont été évoqués. Ça montre déjà que malgré l'existence forte d'un islam, les étudiants et les maîtres avaient le droit de débattre. Et qui connaît le sens du mot débattre, c'est que le débat est par essence contradictoire. À cela s'ajoute la pluralité des savoirs. On a tantôt évoqué des ouvrages, des pensées qui ne se contredisent pas, certes, mais qui permettent de se justifier lorsque l'on pose des actes à caractère religieux. Donc, malgré l'existence forte de l'islam, ces critiques, ces débats qui ont un but constructif existaient. À cela s'ajoutent également des débats juridiques et philosophiques. Vous savez que parmi les différentes grandes écoles de l'islam, même si c'est l'islam malikite qui a connu son apogée, entre guillemets, dans l'enseignement à Tombouctou, ils savaient que d'autres écoles existaient. Donc, il y avait ces débats malgré, et ce n'est pas seulement à Tombouctou, il y a des points de convergence et de divergence, même par rapport à ces 4 écoles. Donc, ça existait, mais ça n'empêchait pas les vivre ensemble. Et c'était ça le plus important. On peut se contredire, on peut avoir des sources différentes, mais n'empêche, nous adorons le même Dieu. Nous nous adressons vers la même direction pour prier. Donc ça, c'est un élément très important. Il y avait également la transmission du savoir. Tous les enseignants n'avaient pas la même méthode pédagogique, ce qui créait encore la contradiction. Quel qu'en soit ce qui se disait, il y avait des préférences pour certains savants, d'autres pour d'autres, ce qui faisait que ça pouvait créer une forme de critique, malgré l'existence forte de l'islam. Donc, tous ces différents éléments montrent que les critiques au sein de l'islam à cette époque n'étaient pas des contradictions comme nous voyons aujourd'hui. Elles étaient plus complémentaires, mais il y avait bel et bien des échanges, il y avait des conversations. Donc, les étudiants et les enseignants conversaient sur des ouvrages, des thématiques et des méthodes qui étaient utilisées à l'université de Songhai. Donc, pour venir, quels sont les défis scientifiques de la restauration et la préservation des structures architecturales en terre de Tombouctou face aux intempéries et à l'érosion? Je ne sais pas ce que l'individu appelle par défi scientifique. Les maçons qui se sont constitués en coopération de Tombouctou, c'est vrai, pratiquent une science, mais ce n'est pas une science comme les autres qui est enseignée dans une classe ou dans un amphithéâtre. On parle de corps de métier. Donc, à la question quels sont les défis scientifiques, je dirais d'abord apprendre ça dans les écoles. Il n'y a pas d'école, encore moins d'université, où on apprend aux Africains et aux Maliens assis comment construire comme les maçons de Tombouctou. En génération, c'est des transmissions de père à fils, de manœuvre à maître. Donc, le premier défi, c'est la transmission. C'est un défi scientifique. Et ce n'est pas seulement les maçons de Tombouctou ou le système architectural de construction, même la connaissance, la transmission de la connaissance, la transmission de tout ce qui a rapport avec le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, joue ce rôle-là et doit être pris en compte. Donc, l'érosion, c'est vrai, à titre de rappel, quand Tombouctou rejoignait pour la première fois la liste du patrimoine mondial en péril, la raison principale évoquée, c'était le changement climatique, particulièrement l'avancée du désert. Donc, c'est de dire, de continuer le combat des différents COP qui se mènent et de comprendre que la nature peut être très désavantageuse pour le patrimoine. Donc, enseigner dans les universités africaines la notion de patrimoine et surtout celle de sauvegarde, la notion de la transmission de nos valeurs. Aujourd'hui, ça fait partie de ma deuxième thèse, l'une des conséquences, ou je dirais des dangers que subit la Médina de Tombouctou, c'est des nouvelles constructions
en béton armé qui ne répondent pas à l'architecture locale. Donc, c'est un défi énorme. Et si on s'en tient aux statistiques que j'ai menées, d'ici 2035, si aucune mesure n'a été prise par la municipalité ou le gouvernement, la Médina de Tombouctou va perdre tout son caractère patrimonial d'un point de vue de son architecture. Voilà. Merci. On va laisser la parole à Monsieur Babacar Fall. Monsieur Babacar Fall, vous avez la parole. Oui, bonjour, je vous remercie. C'est Paul Babacar Fall, je suis historien et je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire à l'invitation de mon ami Mohamed Maïga, que j'ai le plaisir d'accueillir à l'Institut d'études avancées de Saint-Louis comme un fellow associé. Je suis également très content de voir que les progrès importants vers la soutenance de sa thèse, je pense que ça va pouvoir se faire dans les meilleures conditions. Donc, encore une fois, merci de pouvoir nous soumettre à cet exercice de partage de l'état de vos recherches. Alors, je voudrais faire une remarque et une question. La remarque, suggestion, c'est que pour ce genre de présentation, on se désole de l'absence de support. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'image. Or, Tombouctou, c'est quand même un voyage. Parce que nous sommes en face d'une présentation sur Tombouctou. Il nous faut des images, il nous faut des cartes. Hein. Et ça, je crois que c'est très, 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 très important. Différents aspects sont illustrés et je crois que vous avez les ressources iconographiques. Donc, je ne comprends pas que du point de vue pédagogique et du point de vue de la présentation, vous n'avez pas utilisé ces supports pour nous faire voyager, pour nous faire découvrir Tombouctou, pour nous faire vivre dans les rues de Tombouctou. Je crois que ça, c'est très important. Et je crois qu'il faut prendre cette suggestion pour les prochaines présentations. La question que je voudrais poser, c'est que nous savons tous l'enjeu que représente Tombouctou dans l'histoire, sa position géostratégique entre le Sahel et la forêt. C'est un point de transit extrêmement important qui a permis l'éclosion d'une civilisation florissante, riche, qui est une partie extrêmement importante des biens de l'humanité. Je crois que tout le monde est fier aujourd'hui de voir ce qu'en Afrique, tout comme on parle de l'Égypte pharaonique, on peut parler également de la civilisation à Tombouctou, hein, dans ce Sahel, qui montre effectivement la part importante des hommes et des femmes qui ont forgé cette civilisation. Alors, ma question, c'est que nous savons tous qu'il y a beaucoup de dangers auxquels Tombouctou a été confronté, et notamment la question de la préservation. Pour cela, il y a les Sud-Africains qui, dans la philosophie de la Renaissance africaine, qui ont identifié Tombouctou comme étant un lieu très, très, très important de l'humanité et de la contribution de l'Afrique à l'humanité. Les Sud-Africains se sont investis pour la préservation des manuscrits. Donc, je voudrais savoir, par rapport à cela, où en est quels sont les acquis? Est-ce que est-ce que la promesse des fleurs a été tenue? Et voir également quels sont les efforts qui sont faits, qui sont similaires à ce que les Sud-Africains ont essayé de réaliser pour pouvoir permettre de faire en sorte que ce savoir puisse être non seulement préservé, mais transcrit et rendu accessible à tous les autres continents, n'est-ce pas? Je pense que la traduction, par exemple, de ces manuscrits dans certaines langues contribuerait largement à faire en sorte que la dissémination et le partage de cette partie importante de l'humanité puisse être. Encore une fois, merci
Et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, professeur Assietou. Je peux répondre directement? Oui. Merci beaucoup, professeur Babacar Fall, directeur de l'Institut d'études avancées auquel je suis chercheur associé. Ce fait un plaisir de vous écouter. Et par rapport aux remarques d'abord, effectivement, elles sont très pertinentes. On en a parlé. Je pense que c'est dû à l'absence de temps qui m'avait été consacré. Sinon, vous avez parfaitement raison. Il y a de la ressource. J'ai énormément d'ailleurs de ressources. Mais le temps qui m'avait été consacré était très réduit. On m'avait fait savoir que je pouvais présenter sans PowerPoint. Si j'avais eu assez plus de temps, j'allais le faire. Que ce soit les images, les cartes, il y en a en gogo. Pour revenir à la deuxième question, effectivement, l'Afrique du Sud, à travers son programme de soutien par rapport à la préservation des manuscrits, a contribué à hauteur de millions la construction du nouveau centre de l'Institut des hautes études islamiques et de recherche Ahmed Baba. Je rappelle que cet institut se trouve à quelques mètres de la célèbre mosquée de Sonkoré, qui fait référence à l'université de Sonkoré. Cet institut a pignon sur rue. Maintenant, ça vaut plus de 10 ans. Actuellement, il y a 5 ans de cela, ils ont lancé des formations DIT, un diplôme d'études universitaires de technologie, en codicologie et catalogage des manuscrits. Donc, quand je pars à Tombouctou, je pars régulièrement là-bas. Il y a des manuscrits qu'on peut consulter, une grande bibliothèque. Il est dirigé par le docteur Diaraté, son secrétaire général Alpha Cissé, qui font un travail remarquable. Et si vous vous rappelez de 2013, au moment où les djihadistes fuyaient la ville de Tombouctou, souvenez-vous qu'ils avaient autodafé des manuscrits. Techniquement, ils ont brûlé des manuscrits. Ces manuscrits ont été retrouvés au niveau du fond de cet institut. Et ils ont été brûlés dans cet institut. Donc la célèbre photo qui montre les manuscrits en feu avec le président Hollande, le président Diankounda Traoré, a été pris dans cet institut. L'Institut se porte bien, il a une grande salle de conférence qui accueille pas mal d'activités culturelles. La recherche, c'est toujours volontaire et individuel. Il y a des grands chercheurs qui fréquentent. Donc, le bâtiment joue un grand rôle également d'un point de vue de la culture, de l'émergence de cette culture, de son patrimoine. Donc, en résumé, cette contribution de l'Afrique du Sud pour la préservation des manuscrits se porte très bien. Voilà, je pense avoir répondu à la question et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a une autre question ou bien une contribution? Moussa Yoronan. Bonjour, l'assistance. J'adresse mes félicitations à M. Maïga pour la clarté de l'exposé, mais également la richesse des informations fournies. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'assister un peu à cette présentation. Alors, une question. Je voudrais est-ce que dans vos lectures, vous avez eu à rencontrer parmi ces écrivains quelqu'un qui traite un peu de la démocratie? Et au cas échéant, qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en dit réellement de la démocratie? Juste pour savoir, est-ce que réellement c'est un principe très ancien, bien débattu bien avant que les gens nous en parlent au niveau de l'Europe, ou est-ce que vraiment c'est récent comme les gens ont tendance à le dire au niveau présentement, quoi? Merci beaucoup encore une fois pour vraiment l'exposé qui est très brillant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Elle est très pertinente. Personnellement, dans ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je n'ai pas appris qu'il existerait un document sur les manuscrits qui parle de démocratie. Mais, en échangeant un jour avec un des plus grands connaisseurs de manuscrits, ce sujet avait été évoqué. Voilà. Il m'a expliqué en ces termes
que la notion de démocratie étant un peu récente pour nous, les subsahariens, la plupart des écrivains étaient marqués par leur terroir, leur culture, leur patrimoine. Et dans ce terroir culture, du Maroc jusqu'à Tombouctou, en allant vers les capitales des différents empires, il n'y avait pas de démocratie, ce qui faisait que les gens ne se sont pas intéressés à ce sujet. Mais j'ai lu dans un article sur les manuscrits égyptiens sous forme d'hiéroglyphes, un manuscrit qui en parlait, qui est écrit sur des tablettes, mais pas dans les manuscrits de Tombouctou. Ça pourrait exister. Je vois des grands connaisseurs de Tombouctou qui sont en ligne. Ils pourront répondre s'ils ont la réponse. Merci. Est-ce que vous avez un mot pour l'auditoire, un dernier mot, M. Maïga? D'accord. Je voulais, avant de venir au dernier mot, peut-être demander à quelqu'un que je vois en ligne de faire sa contribution également. Sa connexion n'est pas très bonne. Il fait partie des grands érudits de Tombouctou. Il dirige, il est l'imam de la mosquée, la célèbre mosquée de Sidi Yahya, lui-même petit-fils de Sidi Yahya. Il s'agit d'Al-Fadi Ouangara, s'il m'entend. Il m'a dit que la connexion n'était pas très bonne. Je ne sais pas s'il voudrait faire une contribution avant d'aller à la conclusion. Allô? D'accord. Allô, Alpha, bismillah. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire si important, surtout pour nous Tombouctiens. Tout d'abord, je commence par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout d'abord, en remerciant Dieu, le miséricordieux, saint, salut sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je remercie M. Maïga, Mohamed Maïga, pour sa brillante communication qui nous donne beaucoup d'informations. Et remercier aussi tous ceux qui ont contribué ou tous ceux qui ont posé des questions. Et pour moi, en tant que Tombouctien qui vit ici à Tombouctou, j'ai 2 ou 3 mots à ajouter en tant que contribution. Parce que vous savez que Tombouctou est situé à la porte du Sahara, est devenu au XIe siècle le carrefour commercial des voyageurs entre le monde musulman, l'Extrême-Orient et l'Europe méditerranée d'une part et le monde africain de l'autre. Tombouctou assurait aussi la jonction des cultures arabo-berbères et négro-africaines. Tombouctou est à tout égard le lien de passage entre l'Afrique occidentale et l'Afrique maghrébine, comme vous le savez. On révèle aussi que le commerce extérieur était assez développé par les caravanes de chameaux traversant le désert, aboutissant sur son marché. Tombouctou, dit-on, aussi est le point de rencontre de ceux qui voguent en pirogue et de ceux qui cheminent à chameau. L'on dit aussi, comme le présentateur l'avait dit, le sel vient du nord, l'or vient du sud, l'argent des pays des Blancs, mais les paroles de Dieu, les choses savantes, les belles contes, on ne les trouve qu'à Tombouctou. Voilà ce qui montre la place et l'importance du patrimoine écrit à Tombouctou. À la moitié du XVe siècle, comme vous le savez, Tombouctou était déjà un centre aussi bien commercial qu'intellectuel. Les savants s'y installaient, apportant leur propre bibliothèque, mais aussi achètent sur place des livres manuscrits. Les érudits de Tombouctou, en ce moment, faisaient aussi la copie des livres, des manuscrits, faisaient la copie. Et c'est cela qui les permet de fournir aussi leur bibliothèque. Il est noté aussi que ces érudits étaient fortement soutenus. Fortement soutenus, mais surtout
par les souverains. C'est les souverains qui les soutiennent, qui soutiennent ces érudits pour qu'ils puissent faire la copie des livres, des manuscrits qui leur permet de fournir, d'enrichir aussi leurs propres manuscrits. Ces manuscrits étaient d'une importance capitale, car c'est ces manuscrits-là qui traitaient de tous les sujets pour satisfaire les exigences intellectuelles en matière de droit islamique, d'études coraniques, de tradition du prophète Mohammed alayhi salam en langue arabe, théologie, comme vous le savez. Comme Maïga l'avait si bien dit, l'université de Sankore en a été très célèbre, qui comptait à peu près 150 à 160 écoles coraniques qui se trouvaient au sein de l'université. À peu près 25 000 étudiants, on peut compter en ce moment, qui prenaient des études à l'université de Sankore, qui était dirigée par, ou bien enseignée par le célèbre Mohamed Ahmed Baba Soudani, qui a été déporté. Vraiment, Tombouctou était un carrefour de connaissances, carrefour commercial, mais surtout carrefour de connaissances, carrefour de culture et surtout culture islamique. Et bien, ce que je voulais ajouter, c'est que vraiment Tombouctou qui était si célèbre comme ça, en ce jour, aujourd'hui, vous savez que Tombouctou est très enclavé. Tout le monde veut y venir, mais la ville est très enclavée. Comme vous l'avez dit, l'Afrique du Sud a vraiment beaucoup fait pour Tombouctou. Beaucoup fait pour le centre Ahmed Baba, beaucoup fait. Très beaucoup fait. Mais ce que nous déplorons, c'est la participation du Mali, ce que je veux dire. La participation du Mali est très minime pour rehausser l'éclat de Tombouctou, pour que Tombouctou redevienne ce qu'elle était d'antan. Nous, en tant que Tombouctiens qui vivent à Tombouctou ici, nous attendons vraiment la participation du Mali. La participation du Mali, c'est ce qui est très important. Voilà ce que je voulais ajouter aux informations données par M. Mohamed Maïga, que je remercie beaucoup au nom de toute la communauté musulmane de Tombouctou. Nous sommes avec lui, nous continuons avec lui, nous sommes ensemble, Inch'Allah. Que Dieu nous remercie, que Dieu le remercie aussi. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Wangara. Un mot de la fin pour M. Maïga. D'accord. Donc, je voudrais d'abord vous remercier et remercier l'Université Gaston Berger à travers le laboratoire LASPAD d'avoir donné cette opportunité. Remercier le shérif Sidi El Mokhtar également qui a joué un rôle par rapport à la réalisation. Remercier également tous les collègues et amis qui sont en ligne, les parents, les tontons, j'en vois beaucoup, je ne pourrais pas tout citer. Je rappelle que le président de la transition du Mali, le général Assimi Goïta, a décidé de faire de 2025 l'année de la culture, ce qui a un sens très important d'un point de vue politique. Nous espérons que cette année de la culture sera de manière très concrète et pragmatique. À titre de rappel, Tombouctou recevra l'année prochaine la biennale du Mali pour encore rehausser la culture. Mais comme l'a dit l'imam Al-Fadi, Tombouctou semble être oublié souvent par l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est déplorable, que ce soit sur le point de vue des arts, de la culture et du patrimoine. On a l'impression que c'est toujours l'autre qui connaît plus la valeur de Tombouctou que les Maliens eux-mêmes. Et ça, c'est une remarque qui ne relève pas seulement de Tombouctou. Toutes les villes africaines, à peu près, subissent le même sort. Je pense que ça devrait changer, surtout pour tous les efforts qui sont en train d'être faits d'un point de vue du patrimoine en Afrique. Nous devons nous approprier de notre patrimoine. Qui mieux que nous pour aimer, protéger et valoriser notre patrimoine? Nous ne devons pas attendre que les autres viennent le faire à notre place. Nous avons été
formés dans ce sens. Nous connaissons notre patrimoine, notre histoire. Et ceci est un élément fondamental. Pour terminer, je voudrais paraphraser Cheikh Anta Diop dans son discours adressé à la jeunesse africaine, où il dit ceci, je cite, « Ce que nous disons, ce que nous voulons dans votre formation, c'est de réveiller le bâtisseur qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le génie qui dort en chacun de vous. Par conséquent, il n'y a qu'un seul scène, la connaissance directe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. C'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre voie. Je vous remercie. Merci, M. Maïga, pour cette présentation très enrichissante. Je vais passer la parole à responsable du l'ESPAT, Fabinto. Alors, bonjour tout le monde et bonjour Monsieur Maïga. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous et nous vous remercions pour votre présentation qui a été riche et très enrichissante. Merci beaucoup à Aïssatou pour la modération. Ce fut un plaisir de vous écouter. Ce fut un plaisir de partager avec vous et nous espérons avoir de plus amples conversations, de plus amples éléments de travail avec vous dans le futur. Merci beaucoup, Aïssatou. Et merci à tout le monde pour votre présence par rapport à ce séminaire. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite des séminaires sur Tombouctou dans quelques semaines, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne journée.